5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles. Et une chose est certaine, elles veulent la mort de la reine, celle qui les a ignorées et les a tant fait souffrir, elles et leur famille. Eh ben alors, ça commence dans la joie et la bonne humeur aujourd'hui, dis donc. Bonjour à tous déjà, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo extrêmement spéciale, comme vous vous en doutez bien. Maintenant que la fête nationale est passée, ce qui me donne une très bonne excuse pour sortir cette vidéo, nous allons rendre hommage à un pan de la Révolution trop souvent ignoré, celui de ces femmes qui ont elles aussi révolutionné leur monde et surtout revendiqué leurs droits. Bien des femmes se sont empressées à Versailles lors des journées d'octobre, mais telle une Robespierre ou une Danton, des femmes ont également mené le mouvement, tout nouveau dans un contexte machiste et exclusivement masculin. Théroigne de Méricourt, Charlotte Corday, Olympe de Gouges, Lucie Desmoulins, Thérèse Tallien, femmes de villes et de provinces, portées par les idéaux et les espoirs de cette révolution qui commence, même si leurs actes doivent les mener vers la guillotine. J'étais une femme et je voulais lutter pour les autres. On m'a peut-être rayonnée, on m'a peut-être ridiculisée, ma vie n'a été peut-être que folie vers sa fin, mais nous ne sommes inférieurs aux hommes ni en vertu, ni en courage. Anne-Joseph Théroigne de Méricourt naît le 13 août 1762 dans la principauté de Liège. Très vite, sa vie devient de la merde, puisqu'elle perd sa mère à 5 ans, se retrouve avec une famille qui la maltraite et qui l'humilie, tout comme le couvent des Ursulines où elle doit séjourner, un vrai bagne pour elle. Heureusement pour elle, Madame Colbert la recueille et l'éduque dans une nouvelle vie mondaine. En octobre 1789, elle suit l'Assemblée à Paris et rencontre Danton, Marat et Desmoulins. Séduite par leurs idées, elle fonde son propre club avec la Société des Amis de la Loi. Très vite, elle charme son public. Ayant voulu être cantatrice, son côté théâtral joue en sa faveur, tout comme son physique de brune aux yeux bleus qui, associé à sa tenue d'Amazone au sabre, lui donne une certaine aura. Mais dès qu'elle parle des femmes, on rit d'elle. Lui rappelant son enfance malheureuse, elle sera à nouveau brimée à travers des caricatures de révolutionnaires et de royalistes. Goulimonde, Catin et dangereuses terroristes qui voulaient tuer la reine ou auraient mené les femmes aux journées d'octobre. Elle retourne chez elle, à Liège, et est arrêtée le 15 février 1791 par les troupes de l'empereur d'Autriche, sans aucune raison valable. Après sa détention, elle retourne à Paris et la prison aura fait d'elle un symbole de la tyrannie. Elle n'est donc plus moquée et elle est même applaudie. Du coup, elle en profite pour insister sur les droits des femmes et veut que ces dernières portent les armes. Elle créera même une légion d'Amazones, mais vite dissolue, bien évidemment. Le 10 août 1792, elle participe à la prise des Tuileries et son pire ennemi, Sulot, est massacré. Bien sûr, ça va être de sa faute alors qu'elle n'a sûrement rien à voir là-dedans, et sa réputation de monstre refait surface. Le 15 mai 1793, les tricoteuses, emblème des râleuses révolutionnaires si vous préférez, l'accusent d'être une catin parce que voilà, elle est déculottée et fouettée en public. Bien sûr, ça la détruit psychologiquement, elle devient totalement folle et on décide de l'interner en 1794, lui épargnant la guillotine. Mais bon, la folie c'est pas mieux, puisqu'elle vit nue, s'asperge souvent d'eau pour se laver du sang de Sulot dont elle croit en être encore recouverte. Ainsi ira son quotidien jusqu'à sa mort le 8 juin 1817. Je suis celle dont on parle le plus, et pour cause. En tant que femme, j'ai osé tuer un homme. Un éminent révolutionnaire, qui plus est. Mais je l'ai fait contre la terreur, car tous ces hommes qui devaient nous donner la liberté l'ont assassiné. J'avais 24 ans, et jamais je ne regretterai mon geste. Issue de la petite noblesse normande, Charlotte vit à Laon chez sa tante et assiste au débat des Girondins qui ne parlent que de marins. Alors, pour faire un petit point, à la Révolution, il y avait deux courants politiques. Celui des montagnards, qui pour résumer voulaient soutenir le peuple et la République à tout prix, même à celui du sang, courant mené par des personnes comme Robespierre et Marat, et de l'autre vous aviez les Girondins, qui voulaient garder une certaine tradition politique, et majoritaires à la Convention encore à cette époque, même s'ils commençaient à perdre de plus en plus de puissance.
Marat était vraiment quelqu'un de soutenu mais de violent. Il a approuvé le massacre aux Tuileries de 1792 et la politique de la terreur en général. Il l'encourage même, entraînant de nombreuses victimes sur l'échafaud parce qu'elles sont contre la Révolution selon lui. À cette époque, la terreur est vue comme la seule solution pour sauver la République face aux ennemis girondins. Car ces derniers s'en mêlent, ils encouragent leurs alliés en province. C'est le cas de Charlotte qui suit les opposants aux montagnards en Normandie. Sans être vraiment ni républicaine ni royaliste car plutôt conservatrice, elle veut surtout lutter contre les dérives de la Révolution dont elle considère Marat comme responsable. En plus, elle espère déstabiliser son parti montagnard déjà fragile en le tuant. De toute façon, elle n'a plus rien à perdre puisque ses proches sont soit inquiétés, soit en prison. Le 13 juin 1793, elle passe à l'acte. Elle prend donc un couteau de cuisine et va chez Marat. Il est alors dans son bain à cause d'une maladie de peau qui l'empêche d'aller à la Convention. Elle attend qu'on la reçoive et prétendant avoir des informations importantes, il l'accueille. Quand elle dit connaître certains suspects girondins, Marat annonce qu'ils finiront tous sur la guillotine. C'en est trop pour Charlotte, qui le tue. Jugée le 16 juillet, on lui pense avoir un complice, mais elle revendique son crime et nie toute autre personne impliquée. Elle écrit même une lettre à sa famille pour expliquer son geste. Pardonnez-moi, mon cher papa, d'avoir disposé de mon existence sans votre permission. J'ai vengé bien d'innocentes victimes, j'ai prévenu bien d'autres désastres. Le peuple, un jour désabusé, se réjouira d'être délivré d'un tyran. Adieu, mon cher papa. Je vous prie de m'oublier, ou plutôt de vous réjouir de mon sort. La cause en est belle. J'embrasse ma sœur que j'aime de tout mon cœur, ainsi que tous mes parents. N'oubliez pas ce vers de Corneille. Le crime fait la honte, et non pas l'échafaud. C'est demain à 8 h qu'on me juge, ce 16 juillet. Qu'elle ait eu une bonne idée ou non, son courage fera sa légende, sachant que c'est une femme qui tient tête à une société patriarcale qui la juge aussi parce que c'est une femme, amplifiant son côté diabolique. Condamnée à mort le soir même, il ne restera que le portrait qu'elle a voulu faire d'elle. Le 17 juillet, elle est guillotinée. Mais lorsque le bourreau brandira sa tête pour la gifler, il se fera huer. Malheureusement pour Charlotte, elle fera l'inverse de ce qu'elle voulait, puisque les Girondins ont été encore plus accablés, suite à la mort de Marat, laissant les montagnards à la tête de la Convention, avant que Robespierre, bien évidemment, se soit fait guillotiner. Des droits de l'homme? Ah oui? Et des autres alors? Des femmes? Pourquoi devrions-nous encore laisser nos droits aux hommes? La Révolution est aussi féminine. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle devrait avoir également celui de monter à la tribune. Née en 1748, Olympe se dirige très vite vers sa vocation d'actrice. Le théâtre est devenu le nouveau moyen d'expression d'idées révolutionnaires. Participant au théâtre clandestin de son temps, elle crée même son propre théâtre et écrit ses propres pièces où elle montre les changements sociétaux de son époque. Réflexion sur les hommes nègres en 1788 semble même révéler sa capacité à être sensible à toutes les discriminations. Mais en 1791, Olympe va plus loin. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Car oui, l'homme et le citoyen n'ont pas vraiment d'équivalence féminine au XVIIIe siècle. La citoyenne, elle est habitante de France et n'a donc aucun pouvoir politique. Cette déclaration ne s'adresse absolument pas aux femmes. Elle met enfin en avant un débat tabou et peu vont accepter ce projet. Demande de droit de vote, de liberté de parole, de statut de citoyenne active, d'égalité devant l'emploi, de droit de divorce par consentement mutuel, bref, elle demande beaucoup de choses. Article 1. La femme est libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la prospérité, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. On peut penser que cela va la mener à la guillotine. Mais non, c'est encore ces foutues histoires de Girondins et de Montagnards qui va la condamner, puisqu'en 1793, suite à la mort de Marat notamment, l'État est encore plus divisé entre Montagnards et Girondins. Elle demande alors un vote pour que chacun élise un gouvernement, mais sans qu'on demande l'avis de personne. Robespierre est alors à la tête du gouvernement, et tous les opposants sont condamnés, y compris Olympe, qui meurt sur l'échafaud le 3 novembre de la même année. Non, je ne suis pas allée à la tribune. Et non, je n'ai pas clamé mes droits devant tous. Mais j'ai quand même eu ma part dans cette révolution, auprès de mon Camille. Je n'ai peut-être pas mené, mais j'ai lutté auprès de celui que j'aime jusqu'à la mort, et c'est déjà bien suffisant. Et oui, on n'a pas encore parlé des femmes de l'ombre, celles qui se cachent derrière les grands de l'histoire. Et ici, c'est Camille Desmoulins, figure emblématique de la Révolution. Née en 1770 dans une famille bourgeoise aisée, Lucile Duplessis rencontre Camille Desmoulins dans les années 1780 puisqu'il rend régulièrement visite à sa mère. Avocat sans un sou, il va revenir régulièrement chez la famille de Lucile et petit à petit, une relation va s'installer entre eux.
Camille ira même jusqu'à demander la main de Lucile en 1787, mais sa situation le mène au refus du père. Ils vont alors s'écrire des lettres enflammées telles des amants maudits. Le 12 juillet 1789, Camille aurait appelé à la prise de la Bastille. Il fonde le journal Les Révolutions de France et de Brabant, qui connaîtra un franc succès. Après la chute de la monarchie en 1792, Danton est élu ministre de la Justice et Camille, un de ses proches partisans, devient quant à lui son secrétaire général. Camille va donc s'enrichir et feu vert du beau-père pour qu'ils se marient en décembre 1790 avant d'avoir leur fils Horace en 1792. On arrête car il siège avec les montagnards, mais est malgré tout déstabilisé par la condamnation des Girondins en 1793 suite à l'assassinat de Marat. Il va alors créer un nouveau journal, accusant donc la politique de cette terreur à l'extrême. Camille est arrêté le 31 mars 1794 et est condamné le 4 avril, tout comme le sera Danton et tous ses partisans. Accusée d'avoir conspiré pour la libération de son mari, elle le suivra sur la guillotine le 13, tout comme elle avait suivi ses idées anti-aristocratiques. Ceci équivaut à une menace pour les futurs opposants. Si les hommes s'éloignent du droit chemin, leur femme peut être aussi tuée. Bien qu'elle ne semble pas avoir eu un rôle aussi important que celui de son mari, tous deux forment un couple moderne, unis par leurs idées et par leur amour, et condamnés ensemble à la mort. Le journal de Lucile entre 1788 et 1793 prouve son rôle auprès de Camille, qu'elle a soutenu tout le long de son ascension, et jusqu'à sa chute. Cela est vrai qu'on peut me traiter de véritable catin avec toutes mes conquêtes. Certes, je n'ai pas fait de grands discours pour lutter en faveur des femmes, mais j'ai été plutôt efficace avec les hommes. Bizarrement, en les séduisant, ils deviennent de véritables marionnettes. Née en 1773, en Espagne cette fois, Teresa vit à Paris lorsque la Révolution éclate et y tient même un salon. D'une grande beauté, elle séduit tout le monde, en lien aussi avec cette libération sexuelle qui se renforce à cette période, avec les incroyables et merveilleuses, dont on a parlé sur mon épisode sur la mode à la Révolution. Elle s'enthousiasme de cette dernière, mais est très vite suspecte par son mariage et sa fortune, et décide donc de divorcer de son mari et d'aller à Bordeaux. Mais en 1793, dans cette même ville, il y a une révolte des Girondins, et donc Robespierre envoie son lieutenant Tallien arrêter 5000 personnes, y compris notre Teresa. Tallien la connaît déjà grâce à la relation qu'elle crée avec le salon et finalement ils vont tomber amoureux. Non, il n'y aura pas de chanson de Roméo et Juliette cette fois. Elle va alors créer le Bureau des Grâces où elle obtient de nombreuses libérations et le surnom de Notre-Dame du Bon Secours lui sera vite attribué. Robespierre rappelle quant à lui Tallien à Paris et lui demande de se justifier de cette liaison. En juin 1794, Teresa est enfermée mais Robespierre lui propose une libération anticipée si elle dénonce son amant, ce qu'elle refuse de faire. Mais pour faire bouger un peu l'image de ce dernier, Teresa envoie un billet le 25 juillet pour lui dire qu'elle est condamnée sur l'échafaud à cause de lui. Fou de rage, Tallien montre la dangerosité de Robespierre sur la tribune de la Convention le 27 juillet. Brandissant un poignard et clamant « mort au tyran », c'est en effet ce qu'il va se passer le lendemain, puisque Robespierre sera arrêté et guillotiné. À la fin de la Terreur, Teresa se marie avec Tallien et continue à faire disparaître des accusations, la transformant en Notre-Dame du Thermidor, symbole de celle qui a mené la chute de Robespierre, Thermidor étant le nom républicain de Juillet à cette époque. Elle divorce de Tallien malgré tout en 1802 avant de se marier avec le prince de Climay, avec qui elle aura plusieurs enfants. Et elle meurt en 1835. C'est au final la seule femme qui aura une belle fin de vie, femme libre et consciente de sa beauté et de son intelligence pour dominer ses contemporains, au point de changer le cours de l'histoire. La femme, la femelle de l'homme, telle est la définition de l'encyclopédie. C'est suffisant, non? Bien sûr, les penseurs et les philosophes ne veulent pas s'inscrire dans la lignée religieuse et scolastique qui voit la femme comme une vile tentatrice, mais ils ne veulent quand même pas s'empêcher de lui en foutre plein la gueule, Car bien sûr, la femme est inférieure à l'homme, être capable de raison et de création. Déjà, la femme a ses règles, ce qui fait que niveau physique, c'est pas très stable, puis bon, ok d'accord, elle a un cerveau, mais savoir si elle sait bien s'en servir... Telle est la question, n'est-ce pas, messieurs les penseurs? C'est ce cher Rousseau qui l'a dit, vous savez, celui qui est si révolutionnaire dans ses idées. Oui, il a dit « L'art de penser n'est pas étranger aux femmes, mais elles ne doivent faire qu'effleurer les sciences de raisonnement. » Ouais, mais Rousseau, il a aussi des trucs bien, et puis bon, c'est l'époque, gna. Oui, chut. C'est un exemple. Tu te calmes. Vous vous doutez donc bien que les femmes n'ont aucune influence du point de vue législatif, et on fait même le contraire de ce qu'elles demandent pour les emmerder. Mais il y a aussi une question d'éducation. Bien évidemment, la hiérarchie cléricale et noble est aussi valable pour une femme, qui tentera plus de défendre sa condition que son genre. Depuis son plus jeune âge, notamment au couvent, on lui apprend à être une bonne épouse, une bonne mère et à ne pas déranger son mari. Elles sont donc totalement exclues, même à la monarchie, la loi salique les empêche d'accéder au pouvoir.
Pour les femmes du peuple, c'est kiff-kiff, il est naturel pour elles de se marier, d'avoir des gosses et de travailler pour les nourrir. Mais ce statut de travailleuse leur permet, malgré tout, d'avoir une place un peu plus importante au sein des communautés paysannes, car elles sont à l'égal de leur mari pour leurs conditions de travail. En ville, elles travaillent dans des métiers dits féminins, tels que la couture et surtout la blanchisserie. Les communautés de blanchisseuses sont les plus courantes à l'époque, ce qui a permis notamment des échanges d'idées. Elles font partie intégrante des groupes révolutionnaires, tout comme elles ont marché vers Versailles, elles ont marché vers la Bastille, pas forcément en faveur de leurs conditions féminines qui leur semblent étrangères, mais plutôt de notre condition d'épouse et de mère mise à mal par la situation économique du pays. On voit donc apparaître en province des héroïnes locales qui commencent à gueuler. Un fossé se creuse donc entre l'égalité plutôt favorable dans ces régions et les hommes débiles au pouvoir à Paris. Les quelques-uns qui ont du bon sens et qui les soutiennent sont ridiculisés et ignorés. Les femmes ont aussi des statuts et des opinions divergentes. Elles luttent pour une période donnée, selon les aléas de la Révolution, tantôt anonymes, tantôt remarquées, comme celle dont nous avons parlé. Ces divergences vont les diviser et se retourner contre elles, et le 30 octobre 1792, Amar veut l'exclusion totale des femmes de la politique pour leur faiblesse naturelle et leur manque d'éducation morale. Ou plutôt que les femmes se taisent, ne fassent pas notre travail et retournent faire la lessive. Bien sûr. Il est vrai que la vision que l'on avait de la reine elle-même n'a rien arrangé. Catin, monstre, immorale, perverse, bref, tout ce qu'il faut pour les dirigeants révolutionnaires pour condamner les femmes. En 1792, seules les femmes que je vous ai présentées sont actives, puisque les autres, même si elles ont les mêmes idéaux, ont peur des représailles. Et il y a de quoi, puisque sur les 5 femmes que je vous ai présentées, seulement une n'a fini ni folle, ni sur l'échafaud. C'est dire, puisque en osant élever la voix, la Révolution les a réduites au silence. Mais grâce aux organes de presse, aux groupes d'idées et à ces femmes qui ont mené un tout nouveau mouvement, les choses ont pu un petit peu changer, comme une toute petite conscientisation du rôle que pouvaient jouer les femmes dans la société. Même si la lutte se poursuivra encore longtemps, la Révolution aura été un gros point de départ à la libération des femmes et à la revendication de leurs droits, notamment ceux d'égalité avec les hommes. Et ce, que ce soit par des Amazones, des tueuses du jour, d'actrices, de femmes de l'ombre et de séductrices. Françaises, je vous le répète encore, élevons-nous à la hauteur de nos destinées. Brisons nos fers. Il est temps que les femmes sortent de leur honteuse nudité, où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservis depuis si longtemps. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je remercie donc tout d'abord Romane d'Histoire 2 qui m'a prêté son superbe appartement et qui a participé à la vidéo puisqu'elle a joué Thérèse Attalien. Voilà, n'hésitez pas évidemment à aller voir sa chaîne qui sera en barre d'infos. Et je remercie également donc Villoki, superbe acteur également puisqu'il a joué Camille Desmoulins parce que j'avais besoin d'un homme et puis il était là, voilà. Je vous remercie également bien vous évidemment puisque vous avez contribué à cette vidéo. Vous avez contribué notamment financièrement puisque on a dépassé le budget de 100 €. J'ai pu m'acheter le matériel qui me semblait juste pour cette vidéo, à part la caméra et le micro que j'ai pas pu louer. En tout cas, j'espère quand même que le rendu vous plaît. Si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à la partager parce que voilà, c'est une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur et si vous pouviez la partager autour de vous, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas bien évidemment à regarder ma dernière vidéo sur le Béatrice Explique qui est donc juste ici, sur l'assassinat de César et le dernier hors-série que j'avais fait sur les clichés en histoire et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!